Entre l'Auvergne rude et le Midi torride, la Lozère semble n'avoir pas choisi son camp. Les vastes prairies de l'Aubrac, les paysages de landes, de forêts et de collines de la Margeride, les vallées ravinées des Cévennes, les gorges du Tarn et de la Jonte, les paysages se succèdent sans se ressembler. Les rivières et les torrents ont également ce goût de la différence. Le Lot, l'Altier, le Tarn, la Truyère, le Besse, 2800 km d'eau vive font de ces lieux des parcours remarquables. Les Lozériens aiment profondément leurs terres et leurs eaux. C'est pourquoi les hommes du pays des sources, comme on les appelait jadis, ont décidé de faire de la Lozère une terre d'exception en matière de gestion piscicole. Là, c'est une partie un peu atypique parce que bon, c'est la transition. On n'est pas sur la haute Truyère, on n'est pas sur la basse Truyère. C'est une partie de transition et qui est charmante, quoi. C'est une très belle rivière. Moi, j'y fais mes coups du soir parce que c'est tranquille, que c'est beau et que dans tous les cas, on en repart reposé. Je vais te regarder pêcher à Val et puis après on ira faire un petit coup de mouche un peu plus haut peut-être. Ouais. Voilà. Ah, il faut qu'on équipe tout ça, le fraîchissement de clôture. Et toi tu es jeune, tu les fraîchis sans peine. Moi je commence à avoir du mal. Allez, je vais te regarder attentivement parce que, comme tu le sais, on peut apprendre à tout âge, donc applique-toi. Non, puis j'aime bien contempler maintenant. Dans la pêche à la mouche, je m'assois, je regarde. Si j'envoie le moucher, ça me plaît. Si je ne la prends pas, je me dis que 20 ans plus tôt, je l'aurais pris. Et voilà, je m'excuse facilement maintenant. Là, l'été, c'est un véritable paradis pour pêcher les vairons et les goujols. Là, assis sur le pré, une fois qu'il a été fauché, là, c'est grandiose. Sentimentalement, c'est la première rivière que j'ai pêchée à la mouche. C'est une rivière où j'ai d'excellents souvenirs de pêche. Et puis c'est une rivière que je regarde évoluer depuis maintenant 30 ans. Donc j'y suis très attaché. Elle souffre un peu des maux de la pêche en France. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez défendue. C'est-à-dire que les pêcheurs l'aiment pas assez, ils aiment prendre les truites, mais ils n'aiment pas assez défendre la rivière. On a du mal à passer de l'époque ancienne, où la pêche consistait à prendre des poissons à les tuer, à l'époque moderne, où il faut savoir limiter ses prélèvements. Il faut savoir jouir de tout un ensemble de choses. Et cette présence de l'eau, du mouvement, de paysages magnifiques, et puis de la simplicité d'une partie de pêche. Alain Bertrand a pris conscience très tôt qu'il fallait préserver le patrimoine halieutique, préserver l'authenticité des lieux et la qualité piscicole. L'objectif est alors clairement affiché par les hommes de la fédération, mettre en valeur les sites exceptionnels du territoire pour développer le tourisme pêche. Bien, la Lozère, nous, on a essayé de changer les mentalités et d'expliquer aux pêcheurs justement qu'on n'était plus à l'époque comme on était là pour tuer des poissons et les mettre dans un panier, que c'était plus possible, que la rivière était éminemment épuisable et qu'il fallait se contenter d'un ensemble de choses avec des poissons de qualité, un prélèvement modéré, des rivières pour lesquelles on s'est battu où on a maintenu une certaine qualité et un ensemble de choses autour de la pêche qui font que la pêche conserve son agrément. Aujourd'hui, il y a autant de plaisir à prendre 3 belles truites que ce qu'il y avait il y a 25 ans à en prendre 20. Simplement, l'époque n'est plus la même. Ce qui était possible avant ne l'est plus maintenant. Et nous, on a dit la vérité aux pêcheurs. On a communiqué avec les pêcheurs et on attire une clientèle qui vient de toute la France, une clientèle de pêcheurs et qui est heureuse en Lozère. Le bonheur est en Lozère quand on est pêcheur. Le bonheur pour les hommes de la fédération, c'est aujourd'hui ces 17 000 pêcheurs venus d'ailleurs qui fréquentent les rivières lozériennes. La progression du tourisme pêche, donc s'adresser à des clientèles extérieures au département, sachant qu'on a eu il faut bien le voir, hein,
une dégradation des effectifs de pêcheurs lozériens, bon, pour des raisons qui sont, que l'on retrouve un peu partout en France, hein, notamment une complexité accrue de la pêche, des techniques de plus en plus fines à mettre en œuvre et je dirais un relatif dégoût d'un certain nombre de pêcheurs, d'ailleurs d'un âge déjà un peu avancé, qui avaient connu la grande époque de la pêche. Là, on vous disait presque à titre de boutade, il y avait tellement de poissons qui sautaient dans le pré, quoi, hein, voilà. Donc ça a changé, on a encore des rivières, on a des rivières très très riches, mais le poisson s'est éduqué, les conditions climatiques ont également évolué, il faut bien le dire. Donc la pêche devient de plus en plus complexe. On a d'abord souhaité reconquérir de façon la plus large les départements limitrophes, puis aller de plus en plus vers la région parisienne, la région lyonnaise, Bordeaux, Toulouse, etc. Et puis nous nous sommes aperçus que pourquoi pas viser l'international, à savoir les Belges, les Suisses, Anglais principalement. Voilà. Et nous y parvenons actuellement, puisque je crois même savoir qu'on va au-delà des mers avec pour des pêcheurs américains, voire des pêcheurs japonais. Au début, c'est vrai que nous n'avions pas affiché de façon très claire cette ambition-là. Elle est venue progressivement, parce que nous pensons qu'effectivement, on peut se situer au même niveau que des destinations étrangères prestigieuses. En 1996, la Fédération de la Lozère va faire parler d'elle. Elle choisit de quitter le club halieutique du sud de la France, une association qui regroupe alors 36 fédérations et qui permet aux pêcheurs de ces 36 départements de fréquenter l'ensemble du territoire. Les accords de réciprocité deviennent caducs. La Lozère fera désormais cavalier seul, une première en France qui va étonner les décideurs de la pêche. Nous ne sommes pas disposés, et ça c'est définitif, en Lozère, à brader le patrimoine lozérien sous un prétexte de réciprocité plus étendue, de tirer la pêche vers le bas. Quand l'angle d'action d'un club comme le club halieutique, c'est tout simplement pêcher partout en payant le moins possible, il n'y a aucun contenu là-dedans. Nous, on estimait, dès les années 90, puisque c'est là qu'il y a la cassure entre le monde ancien de la pêche et le monde moderne, que le club halieutique aurait dû être un laboratoire d'idées pour aider la pêche en France à prendre cette transition entre l'époque ancienne et l'époque moderne. Ça aurait dû être le lieu où on expliquait que la réciprocité ne pouvait venir qu'après la qualité de l'eau, qu'après des actions de garderie, qu'après des travaux d'entretien dans les rivières, sur les seuils, les frayères, les habitats. Or, le club halieutique, à cette époque où la pêche a commencé à dégringoler, a continué à être cantonné à la réciprocité. Et nous nous sommes trouvés avec très peu de cartes, un gros patrimoine à entretenir. À ce moment-là, nous avons dit, bien nous préférons essayer de faire très bien sur un petit territoire, à la Lozère, que d'essayer de faire mal sur un grand territoire, à l'époque 34 ou 35 départements. C'était un pari risqué puisqu'on avait 1 million de francs lourds par an. Et moi je disais qu'avec ces millions de francs lourds, vu qu'on accueillait 30 000 pêcheurs par an, à l'époque, ça ne représentait pas une part suffisante pour nous permettre d'entretenir nos rivières et de les garder. Et ce que le club halieutique a cru être sa force, c'est de penser que compte tenu justement du fait que nous touchions 20 millions de francs lourds par an, nous ne sortirions pas du club. Or nous sommes sortis et depuis, ça nous a rapporté plusieurs millions de francs, puisque les pêcheurs qui viennent pêcher chez nous acquittent leur carte en Lozère, comme un Lozérien, sans payer un franc de plus. Loin de nous l'idée de privatiser la pêche. La politique de la fédération a des retombées indéniables pour les acteurs du tourisme. Hôteliers et restaurateurs sont les premiers bénéficiaires de cette nouvelle clientèle. Je crois que nous, ce qu'on souhaite voir venir en Lozère, c'est le pêcheur passion, et pour qu'il profite de cette Slovénie française, comme on pourrait dire pour la Lozère, de telle manière qu'ils aient une autre vue de la pêche, d'une pêche de qualité, une pêche pour laquelle les bénévoles lozériens se donnent beaucoup de mal, quoi. Depuis 5 ans, des guides de pêche se sont rassemblés au sein d'une compagnie. En partenariat avec le comité départemental du tourisme et la fédération, cette compagnie a pour vocation de promouvoir la pêche sur l'ensemble de la Lozère.
Arnaud Pellegrin est au nord, sur les plateaux de l'Aubrac et de la Margeride qu'il connaît depuis son enfance. Besse et Rimez sont ses rivières de prédilection. Bruno Pelluet, lui, a mis cap à l'est, dans les Cévennes. Ici, les espaces sont sauvages, les vallons tranquilles, Altier et Olotte alimentent son espace. Stéphane Faudon a choisi les terres du milieu, mais il s'autorise à faire des allées et venues sur l'ensemble du département. Colagne et Truyère restent néanmoins ses deux destinations préférées. Serge Rollo aime la limpidité des eaux du Tarn et de la Jonte situées au sud du département. Pascal Vernier est sur le mont Lozère, c'est ici que le Tarn prend sa source, ici que la qualité des eaux est la plus remarquable, ses torrents, le Haut-Tarn et la Lignon. En France, c'est vrai que la Lozère c'était très peu connu pour la pêche, et là maintenant, c'est vrai qu'on a tout pour faire ici, hein. On a une qualité d'eau, bon là l'eau du Tarn, là, on peut la boire, là on risque absolument rien, il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, hein, c'est vraiment de l'eau pure. Et la qualité de l'eau, la qualité de l'empoisonnement, même si c'est plus d'après certains ce que c'était il y a 15, 20, 30 ans, hein, il y a peut-être un petit peu moins de poissons, mais enfin on a une qualité de poissons et une quantité de poissons qui permettent encore de se faire plaisir à la pêche quand même. C'est quasiment le paradis du pêcheur là ici. J'ai découvert la Lozère en 1980, en venant en vacances tout à fait par hasard, je ne savais même pas que ça existait. Et puis petit à petit, là, j'y suis revenu chaque année et j'ai acheté une maison ici en 90. Je suis venu m'y installer définitivement le 5 septembre 90. Je ne me rappelle plus exactement l'heure, mais la date, oui. C'est quelque chose qui marque, là, c'est presque une seconde naissance. Hein. C'était une nouvelle vie. Avant, j'habitais en pleine ville et j'exploitais une auto-école à Nancy, auto-école. Je passais 12 à 13 heures par jour dans les voitures ou sur les motos, là. 6 jours sur 7, et le 7e jour, c'était sous les voitures ou sous les motos. Donc une vie de citadin, une vie de fou, quoi. Là, du jour au lendemain, j'ai débarqué dans un hameau où j'étais, avec ma famille, on était les seuls habitants. Donc c'était un changement total de vie, d'activité, de tout. Maintenant, je me considère comme lozérien. Bon, les gens du pays ne me considèrent peut-être pas tous comme un lozérien pur souche parce que je ne suis pas né ici. Mais bon, moi je me considère vraiment comme un lozérien. Un vrai lozérien. Et je ne quitterai la Lozère pour rien au monde. Et surtout ce coin. On a une qualité de vie ici qui n'a pas de prix. Qui n'a vraiment pas de prix. Bon, là, le prix ici d'une vie un peu plus rude, un peu plus dure, mais ça vaut le coup. Largement. J'étais venu là principalement pour la pêche, mais pas au départ, pas dans l'idée de devenir guide de pêche. J'ai commencé à exercer là en juillet 95. J'ai fait ça doucement, sans faire trop de pub, donc j'avais quelques clients. Puis petit à petit, avec le bouche à oreille, bon, j'ai fait quelques salons. Maintenant, bon, ça devient une activité assez importante. Ça représente maintenant quasiment 50% de mon activité là, du mois de, on peut dire avril jusqu'au mois de septembre. Alors on se trouve au lieu-dit Gasbiel sur le Haut-Tarn à 5 km des sources environ. C'est la partie du Tarn où le dénivelé est le plus important. Hein, on passe de quasiment 1500 mètres là, à 900 mètres sur 3-4 km de rivière. Donc c'est beaucoup de chutes d'eau, de grandes, ce qu'on appelle ici des piscines naturelles, des gours assez profonds. Et des gros blocs de granit. En début de saison, c'est plus adapté à la pêche au toc, à la pêche aux appâts naturels qu'à la pêche à la mouche. Mais la pêche à la mouche ici commence très tôt quand même. Dès qu'il fait quelques belles journées, là, même fin mars, début avril, là, on peut commencer à prendre des truites là, en mouche sèche. Elles ne sont pas très grosses, hein. On est quand même sur une rivière granitique où il n'y a pas énormément à manger. Bon, les plus grosses truites ici font 24-25 cm, exceptionnellement 28-30, mais c'est vraiment exceptionnel. Bon, après, la majorité des poissons qu'on prend ici, c'est 17-18 cm, et puis de temps en temps, on en fait une qui fait 20, 21, 22.
Arnaud Pellegrin, c'est l'enfant du pays. Son grand-père, Charles de Vazeille, était l'une des figures de la pêche dans le Gévaudan. Pour Arnaud, transmettre sa passion aujourd'hui, c'est sans doute un hommage à son aïeul illustre. Moi, quand je viens là, je suis toujours ému de me dire que là, quand j'avais, en gros, je sais pas, 7-8 ans, puisque j'ai démarré très tôt de pêcher à la mouche avec mon grand-père qui m'a appris, je pêchais déjà là, au pont de la Chaldette, sur le Besse. C'est bien parce que ça me permet à chaque fois de voir des gens que j'accompagne, que je mets sur ces zones-là et je me revois quelque part un petit peu, étant jeune avec mon grand-père en train de donner des conseils pour que je puisse progresser. Et aujourd'hui, c'est moi quelque part qui donne des conseils à d'autres pêcheurs qui sont là et ils sont sur mes traces d'enfance. Et bon, c'est un petit peu la nostalgie tous les jours, quoi. C'est du vécu mais qui ne disparaît pas, quoi. C'est une histoire qui, à chaque fois que j'arrive là ou ailleurs, je me remémore de très bons moments avec mon grand-père qui m'a appris à pêcher et j'essaye de faire passer ces très bons moments quelque part aujourd'hui avec mes pêcheurs qui arrivent d'un petit peu partout et qui ne connaissent pas la région. J'ai réellement ressenti l'évolution de la clientèle vers des pêcheurs qui sont en fait de très très bons pêcheurs, qui sont des pêcheurs qui ont pratiqué a priori pas mal à l'étranger, dans des pays autres que la France, et qui sont un petit peu las de faire de grands voyages et qui recherchent quelque chose d'authentique et la sécurité d'avoir quelqu'un du pays habitant là sur place pour donner toutes les réponses dont ils ont besoin et gérer tout leur séjour. C'est vrai que la Lozère, depuis ces dernières années, a su mettre en place une gestion piscicole adaptée à son réseau, parce que le réseau était quand même important et parce que la demande en matière de loisirs et en matière de pêche était tournée vers une vraie pêche, quoi. Une pêche authentique dans des rivières propres, des rivières saines, avec du poisson sauvage. On peut parler de deux sortes de qualités. Il y a la qualité de pêche, qui est le cadre, la qualité du réseau, la qualité des rivières, la beauté des paysages et de l'ambiance dans un séjour. Ça, c'est la qualité de pêche. Mais en revanche, il faut parler de la qualité pêchante. Et c'est vrai que sur la Lozère, ayant un réseau, je dirais, hydraulique et piscicole en très bon état, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais qu'il est redevenu en très bon état, on a quand même une qualité pêchante assez intéressante. Et c'est vrai que les pêcheurs, sur une semaine, touchent quand même pas mal de poissons. Le Besse a une couleur un petit peu, même très particulière, qui est très foncée, couleur thé, voire même thé très infusé, parce qu'en fait, c'est des eaux de tourbe qui descendent du plateau d'Aubrac, qui sont alimentées par différentes petites rivières comme la Gambaise et le Riomou, qui elles-mêmes sont des rivières de tourbe, donc c'est pour ça que ça donne cette couleur très typée. Et comme le Besse a un fond très granitique, voire volcanique, les pierres sont très foncées, très noires. Dans la pêche, le Besse, c'est une rivière qui est mythique quelque part parce qu'elle impose de par sa configuration. Tous ces gros blocs, ces veines multiples, ces poissons difficiles et capricieux, mais surtout très combatifs, font du Besse en fait une rivière quelque part rêvée pour un pêcheur expérimenté qui recherche une rivière à la hauteur de ses talents. Allez, voilà. Avec le temps qu'il fait, vu le vent qu'il y a, on prend une grosse mouche qui flotte assez haut. Et un passage, deux passages, trois si ça vaut le coup, enfin, si l'endroit est joli. Et basta. Okay. Et par là, c'est le long du caillou là-bas, ça le fait là, tu vois. Bruno Pelluet aime la limpidité des eaux de l'Altier. C'est dans ce torrent au caractère méditerranéen qu'il amène ses clients. Vas-y, avance là-bas, avance jusqu'à là-bas. Il y a la raille.
c'est bon, ça descend. Laissez-la descendre. Laissez-la descendre. Laissez-la descendre. Vas-y, encore le bord gauche là. Hein? Essaye le bord gauche, après on essayera de l'autre côté là-bas. Là-bas? Ouais. Oh, Essaye d'abord le bord là. Encore un coup. là. Ouais. C'est bon là. Laisse faire, suis le gommage. S'il y a un gommage, tu feras. Doucement, laisse. Petit à petit. Nerveuse la bête, hein. Laisse-la dans l'eau, ouais. Ouais. Là, sur la droite. Impec. Eh, j'ai plus rien là. Elle est jolie là. Et le museau. Elle repart hein. Allez. L'eau et la Lozère, voilà les passions de Stéphane Faudon, élu en 2003 meilleur guide de pêche français de l'année. Dès que j'ai eu fini mes études, que j'étais en âge de gagner ma vie, je suis vite revenu ici. Je pouvais pas, j'avais pas envie d'aller ailleurs quoi. C'était clair dans ma tête. Et si je suis revenu ici, c'était pour la pêche quoi. Donc c'était vraiment pour le plaisir, pour la passion, pour avoir la passion vraiment au pied de la porte quoi. Mais guide, j'ai toujours eu ça dans la tête quoi. Mais c'est un rêve qui est devenu réalité quoi. Les rivières, je les approche sous deux angles. Donc j'ai un angle théorique par rapport à ma formation en hydrobiologie. Et par contre, j'ai l'autre angle aussi pratique par rapport à ma passion de la pêche où j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures au bord de l'eau. Et ça me permet, parce que donc, faut pas, la pêche c'est de la pratique avant tout. Mais la pratique, c'est bien de la compléter donc, par quelques théories. Donc au niveau des insectes, au niveau de la qualité des eaux, au niveau de la température, au niveau de l'activité des poissons, des postes. Et c'est vrai que le métier en plus que je fais me permet d'être au bord de l'eau tous les jours. Et ça me permet vraiment de suivre mes rivières et de voir l'évolution donc au fil de la saison et au fil de l'année.
fais voir. On va essayer de mettre une micro, c'est fait là. Tu veux qu'on essaie avec une petite naine dessous? Alors, je une naine dessous. Tu pêches avec des mouches. Je fais des tout petits. Tu veux pêcher avec un indicateur ou une mouche? Nous, notre intérêt, c'est de faire voir la variété halieutique du département, je pense, avant tout, pour que le pêcheur prenne du poisson, mais en plus, en prenne plein les yeux au niveau diversité de paysages. Ouais. Elle était très dure à localiser, je l'ai vue d'en bas. Ça me fait un passage le long du bloc, là, en face. Petite coulée. L'avantage d'un guide, moi je connais pas la rivière, il connaît vraiment bien l'endroit, il sait qu'il y a un rocher, il sait que derrière ce rocher il y aura un poisson et il m'y emmène tout de suite. Quoi. Quand on est citadin et qu'on vient pêcher, si on veut uniquement se fier aux connaissances qu'on peut avoir par les cartes d'état-major ou par la lecture des magazines, on perd un temps fou à trouver les endroits où on peut faire du poisson. Et surtout, on gagne beaucoup en énervement, alors qu'avec un guide, on est tout de suite sur les coins de pêche. Et puis, le mec connaît vachement bien sa rivière, quoi, et ça c'est un truc qui n'a pas de prix. Pas un très gros poisson, mais vu l'activité d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Elle est très belle. Elle était pile là, ouais. Hein? Elle était pile. Doucement. Il y a une robe magnifique. Ça fait combien? Oh, ça fait, c'est pas très gros, hein, ça fait 21, 22. Les insectes donc, sont à la surface et attendent vraiment de faire sécher leurs ailes avant de s'envoler. Tant qu'ils n'ont pas les ailes sèches, en fait, ils ne peuvent pas s'envoler et se sauvegarder, en fait, regagner le bord. Là, automatiquement, on a un temps très humide. Donc, automatiquement, c'est des voiliers qui vont naviguer très très longtemps sur l'eau, donc ils sont facilement appréhensibles par les poissons. Donc les poissons ils se gavent. Ce stade-là, c'est vraiment le stade que préfère le poisson, parce qu'il n'a aucun effort à fournir. En plus, c'est de l'éphémère, c'est vraiment l'insecte le plus riche pour l'organisme de la truite. C'est là où elle prend le plus de protéines. Ah, dommage. Dommage. J'avais... C'est toutes calibrées. Hein. Donc on est sur la truyère, donc sur le secteur intermédiaire. Donc c'est pas la basse truyère, c'est pas la haute, c'est le milieu en fait. C'est un secteur qui est idéal pour la pêche à la mouche, c'est un secteur assez large. On peut facilement bouger sur la rivière en cherchant les poissons. Il y a beaucoup de gros blocs, beaucoup de caches pour le poisson. Donc début de saison c'est quand même assez froid puisqu'on est à 1000 mètres. C'est une rivière qui commence vraiment à se déclencher pour la mouche à partir du mois de mai. Et même l'été elle est bonne. Hein. Automatiquement, c'est quand même une eau assez teintée, donc les poissons ne souffrent pas trop donc, de tout ce qui est clarté. Il y a des eaux claires comme la jaune et ainsi de suite. Dès qu'il y a vraiment beaucoup de soleil, le poisson est calé, quoi. Ouais, il se tient vraiment à l'ombre sur les bordures. Alors qu'ici, l'eau teintée, un peu comme sur le Besse, on a quand même du poisson encore en activité, même si le temps est très clair et très ensoleillé. Les beaux poissons ne sont pas dehors régulièrement. C'est les poissons moyens et petits qui sont dehors assez régulièrement. Les beaux poissons, ça va être beaucoup plus anecdotique. Dernier guide arrivé en Lozère, Serge Rollo est venu ici pour le soleil, les rivières, la qualité de l'eau surtout lui permet de pêcher à la mouche, sa technique de prédilection.
des années, j'avais un hôtel en Margeride. Après, on a cherché une maison. Toujours à Margeride, au Brac, un coin qui me plaisait bien. Donc, je cherchais une maison au bord de l'eau, avec des arbres. Chasseur aidant, je cherchais des arbres et de l'eau. Et j'ai acheté une maison sur un désert où il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas d'arbres. Quand j'ai vendu l'entreprise, ce n'était pas pour dire je vends mon entreprise, je serai guide de pêche. Non. J'ai vendu mon entreprise. Je me suis dit maintenant, si tu étais guide de pêche. Je dis en fait, pourquoi pas partager ma passion? J'ai sûrement des défauts, des qualités. J'ai une passion par contre à partager et pourquoi pas. Donc j'ai fait le stage de guide de pêche. Et j'ai aucun regret. Je n'ai vraiment aucun regret d'être arrivé ici et de partager ce qui pour moi, ça m'avait tellement décompressé quand je bossais dans ma boîte que cette passion qu'on peut partager. Je vois des gens qui arrivent en client, qui ont pareil, un téléphone greffé dans chaque oreille. Et je vois que c'est le pied pour eux comme ça l'a été pour moi, quoi. Disons avant de montrer les mouches, on va analyser un peu un gobage en fait. Hein. Donc on arrive, on est au bord de l'eau, on va prendre la solution de facilité, c'est un médecin grand lisse, il n'y a pas de gobage. Donc on se dit tiens, les poissons ils ne regardent pas en haut, il n'y a pas de gobage, il y a des insectes qui ne regardent pas en haut, donc on va regarder dans l'eau. À la Lozère, cet avantage c'est qu'on peut regarder dans l'eau, un peu partout. Donc là, on va voir le poisson s'il en a activité ou pas. S'il en a activité au fond, ça veut dire qu'il mange les insectes aquatiques qui sont restés encore à l'état larvaire ou nymphal. Donc là, ça va plutôt être des petites mouches comme celle-ci, des petites nymphes, je sais pas, casquées, pas casquées, plus ou moins profondes. Si on voit le poisson se taper dans les cailloux, ça veut dire qu'il va prendre vraiment des larves, il retourne les cailloux et il va attaquer ces larves-là. Si on le voit à 10 cm, 20 cm au-dessus du fond, et qu'il se déplace, là on va dire tiens, il commence à prendre des larves qui vont pas tarder à émerger. On va mettre des nymphes un peu moins plombées, comme celle-ci par exemple. Et s'il y a des tout petits gobages vraiment minuscules, vraiment des tout petits ronds très très discrets, ça va dire qu'ils prennent soit l'insecte qui est juste en émergence, soit des spans qui sont complètement à plat sur l'eau, soit des insectes terrestres, qui eux, c'est pareil, sont très très bas sur l'eau. Aussitôt que la larve va monter en surface, ça va être très très vite. Hein. On va parler de minutes. Hein. De minutes. Selon les espèces d'insectes, ça peut évoluer. Hein. Et puis on va se retrouver avec un insecte, on va dire, presque parfait. Donc là, cet insecte-là va s'envoler. Selon la météo, va vivre plus ou moins longtemps pour finir en spant. L'insecte est mort, il s'est reproduit, il a pondu. Alors bon, à partir de là, donc on a 6 mouches différentes. Là. Et là, on peut les décliner en long, en large, en couleur, en profondeur, en vitesse, en taille. On peut avoir des trucs énormes. Hein, voilà. Là, disons qu'on peut arriver à des volumes comme celui-ci. Petit à petit, on va voir la truite monter en fait. Hein. On va la voir manger au fond et là se déplacer parce que bon, elle va pousser un caillou là, et là, et là, et là. Après, elle va se mettre en poste, on va la voir manger, disons, entre deux eaux et monter, monter et monter. Après, elle me prend des émergences et après, si tout se passe bien, on aura le droit à des éclosions et voir des retombées de span, tout ça dans la même journée, quoi. La journée de pêche idéale se passe comme ça en fait. Voilà, disons que là, avec des temps aussi calmes, avec autant de lumière, on va utiliser des mouches très très légères. Donc grosse chaleur, petit niveau d'eau, petite mouche. Hein. On résume un peu, c'est pas toujours vrai, mais on résume un petit peu. Donc là, une approche donc très très sioux, des mouches très légères, style émergente, des mouches comme ça, des petits spams, et ligne fin et long. La pêche que j'aime. C'est vrai que ça se rapproche de la traque, de la charge, de l'approche. J'aime bien ça. J'aime bien cette émotion que l'on a à s'approcher du poisson, à le voir. Et déjà le voir, je sais pas, disons que s'il fallait prendre une pulsation cardiaque, je crois que ça monte. On montera plus ou moins vite selon la taille du poisson. Si tu arrives avec la fleur au fusil,
ça le fera pas. L'approche, c'est 80% de la pêche. Je pense que regarder, c'est déjà comprendre un bon bout. Et plus on comprend, plus ça devient facile ou moins difficile. Au-delà de la pêche elle-même, en fait, de regarder tout ça, ça va nous permettre de voir un castor, un cincle, les couleuvres hier. On voit plein de choses qu'on ne verrait pas si on n'était pas 100% attentif. Et ce 100% attentif, on se vide la tête vraiment. Alors donc j'en reviens au boulot que je faisais avant. Il y a vraiment qu'à la pêche où on tire un rideau, quoi. On s'est tellement bien vidé la tête, on rentre le soir. Ça fait un bien. Ça fait plus de bien, je crois, quand on rentre que quand on y va. On se sent tellement bien en venant que c'est encore plus important que d'y arriver. La journée dans toute sa splendeur. Donc la rivière, elle vient de l'Égoile. Après Mervès, quelques kilomètres après Mervès, elle disparaît sous terre. Et elle ressort au-dessus du hameau des 12. Après une dizaine de kilomètres de passage souterrain. C'est pour ça qu'elle garde toute sa fraîcheur tout l'été en fait. Et c'est de qualité d'eau exceptionnelle, je vais dire. Elle se jette dans le Tarn, donc au Rosier. Donc ces deux affluents principaux, c'est le Bétuzon et la Braise, qui arrivent à Mervès, en fait, dans le village de Mervès. Ici, on est dans le calcaire, alors qu'elle arrive des schistes ou du granit de là-haut. Donc elle a vraiment tout ce qu'il faut, et la quantité de larves dans la rivière, c'est étonnant. Du fait de sa température, c'est une rivière qui n'est pas très précoce. À la mouche s'entend. Aux autres techniques, on peut y pêcher forcément très tôt, mais comme elle est très froide, les insectes sortent plus tard qu'ailleurs. Donc le poisson va sortir un peu plus tard. Il y a énormément de lumière, ces falaises blanches et tout, donc c'est du poisson très attentif à ce qui se passe autour de lui en fait. Voilà. Si je dois faire une moyenne, c'est vrai qu'en juin c'est sûrement meilleur. Mais j'ai fait des très jolies pêches en avril ou en mai, c'est clair. Et en août, même en août. Bon là, le matin, dans la journée il y a du monde, mais le matin, le soir, c'est excellent. Le poisson est dans l'eau. Pour prendre le poisson, il faut être au bord de l'eau. Des truites, il y en a, mais pas comme à l'ancien temps, disent les plus âgés. Pour les guides et les responsables du milieu, il y en a presque autant, mais nouvelles données, elles sont plus farouches, habituées sans doute à croiser de plus en plus de pêcheurs au bord des rivières. On n'est pas des territoires à gros poissons. On est un territoire de moyenne montagne. C'est quand même assez froid. Les plages de nourriture ne sont pas très importantes. Et puis le milieu est riche en lui-même. Mais l'habitat, ce n'est pas des grandes rivières où l'habitat est vraiment très large, où le poisson peut vraiment se nourrir et grossir facilement. C'est donc un beau poisson par chez nous, la moyenne c'est à peu près ça. On va dire que c'est entre 22 et 26, 27. Et après au-dessus, donc ça commence à être des jolis poissons, des poissons de 30, tout ça. On n'en fait pas régulièrement, ils sont là, d'accord. Mais après, c'est des poissons qui vont sortir beaucoup plus épisodiquement. Une rivière est petite, d'accord. Moins il y a d'espace, plus le poisson va mettre du temps à grandir. Donc il y a cet effet-là. Il y a un deuxième effet de température. Plus une rivière est haute, plus c'est la source. La température est beaucoup plus froide, d'accord. Donc la croissance du poisson va être plus lente. Il y a un troisième système aussi, c'est la qualité de l'eau. Donc dans une eau acide, d'accord, la croissance du poisson sera beaucoup plus faible qu'un milieu calcaire. Sur un secteur, il y a une pression de pêche donnée, d'accord. Le poisson qui va se prendre en premier, c'est le petit poisson. Le petit poisson, il n'est pas farouche, il a faim. Sur les 2 premières années de sa vie, il a intérêt de prendre de plus en plus de nourriture puisqu'il est en compétition avec les autres poissons qui sont sur le domaine. Donc c'est le poisson qui va s'accrocher à la ligne le plus facilement. Ce poisson-là, il ne fait pas la maille, d'accord. Donc il va être pris 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à qu'il arrive à la maille. Mais quand ce poisson-là est arrivé à la maille, il a un peu plus de jugeote, quoi. Parce que la truite, c'est quand même un poisson qui est vorace, qui est assez instinctif. Mais malgré tout, donc, au niveau génétique, on le sent. On le voit donc, sur les parcours no-kill, le poisson s'éduque. Il y a des moments donc, sur les parcours no-kill où même des pêcheurs chevronnés ont du mal à faire monter un poisson. Alors que le secteur est plein. Au niveau biomasse, il est vraiment au top, quoi. Mais le poisson s'éduque, il est de plus en plus intelligent, de plus en plus farouche. Automatiquement, les pêcheurs qui ne suivent pas le mouvement et qui restent encore avec les méthodes un peu assez arriérées, assez anciennes, avec des gros fils, une approche pas délicate,
un manque de finesse, automatiquement le poisson, il voit de plus en plus de pêcheurs, il est de plus en plus pris et relâché, donc il s'éduque. Il ne prend plus la mouche comme il prenait la mouche avant, il ne prend plus le verre avec un gros hameçon, s'il est mal présenté, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ces gens-là, souvent, qui parlent comme ça à tort ou à travers, c'est sûr qu'ils comparent avec 15 ans ou 20 ans à l'arrière, mais il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est pour ça qu'on a mis en place ces réseaux d'observation, ces opérations vérité truite, pour essayer d'une part d'avoir une information pertinente, historiquement, c'est pour ça que maintenant on a un recul sur une dizaine d'années. Les opérations vérité truite, parce qu'on se rend compte qu'à certains endroits, les gens nous disent on n'attrape plus de truites, mais quand on fait la pêche électrique, on les trouve quand même, en densité quand même importante. Chaque année, au même endroit, à peu près à la même période, on fait des inventaires piscicoles. Alors les inventaires piscicoles, c'est sur une portion donnée, on enlève tous les poissons, quasiment tous. On fait un passage, 2 passages, on stabule les poissons, on les endort, on les pèse, on les mesure, ainsi de suite, et on les remet à l'eau ensuite. Chaque année, donc depuis 10 ans, pour les plus lointaines, on fait ces opérations. Et il est vrai que les fluctuations que l'on constate attestent quand même d'une certaine stabilité. Ce sont ni plus ni moins que des évolutions naturelles liées, je dirais, au caractère climatique, à des crues, à des étiages sévères. Mais d'une manière générale, on se rend compte qu'il y a une certaine stabilité des populations et des densités de poissons sur les cours d'eau de Lozère. L'autre, là, on est en dessous Bagnols-les-Bains. On est assez dans le haut-lot quand même encore. Et c'est assez régulier quoi, au niveau éclosion, gobage, activité, c'est assez régulier. Même avec une météo comme aujourd'hui, avec le vent du nord et tout, il y a toujours moyen de tirer son épingle. Non, là, il est dans sa partie un peu rapide quand même. C'est une succession d'accélération, de calme, accélération, calme. Après, plus ça va aller, plus les calmes vont être plus grands, à devenir vraiment des lisses, des lisses, 500 mètres de lisses. On est fin mai, donc il commence à y avoir quelques éclosions de mouches de mai. Mais bon, c'est pas encore la panacée. Sinon, vu l'heure, là, c'est plutôt 7 jours, petit 7 jours. Sinon, en début de saison, c'est les petites grises, qu'on appelle. Grises, corps plus ou moins foncé, gris olive. Ça va tout seul. Les parcours centués ou no-kill sont devenus une spécialité lozérienne. C'est l'arrivée en grand nombre des adeptes de la pêche à la mouche qui a conduit la fédération à les mettre en place. Plus de 20 parcours sont aujourd'hui disséminés sur l'ensemble du département. Dans les années à venir, d'autres lieux seront proposés pour d'autres techniques, comme la pêche au toc. L'intérêt sur un parcours un peu agité comme celui-là, lorsqu'il n'y a pas d'activité, c'est le cas, il y a très peu d'éclosions, c'est de pêcher des petits coups, les devants de poste, pour essayer de tenter les poissons qui seraient éventuellement postés, s'ils le sont. Mais apparemment, le poisson n'est pas dehors. Nous sommes en début de matinée, donc il y a peu d'éclosions. Donc voilà, il faut peigner les courants de cette façon-là, en essayant de trouver la bonne mouche, parce que ça peut être parfois un problème de mouche. Nous sommes sur un parcours centué, donc les poissons sont très sollicités, piqués, remis à l'eau, donc ils sont extrêmement sélectifs. Donc ça veut dire que la présentation doit être irréprochable, et le choix de la mouche également. Bon, le premier parcours no-kill en Lozère a été, enfin on va dire parcours centué, pour rester dans une expression française. Le premier parcours centué a été celui de Marvejols sur la Colagne, et il a été créé il y a plus d'une dizaine d'années. Il a été créé avant les années 90, je ne pourrais pas vous dire la date exacte, mais ça a été la création de ce parcours centué a été le début de ces initiatives, de ces grandes initiatives de la Fédération de pêche de Lozère. Alors pourquoi la création de parcours centués? La raison principale est due à la modification de la typologie de la clientèle. Jusque dans les grandes années de sécheresse qui sont intervenues dans les années 90 à peu près, on avait une clientèle de pêcheurs qui étaient surtout des pêcheurs intéressés certes par la qualité des sites et des rivières lozériennes, qui est
qui est remarquable, mais également par le poisson, le panier, etc. On disait d'ailleurs, on faisait des paniers pointus et tout le monde y a participé. Tous les pêcheurs à l'époque n'avaient de cesse que de faire un beau panier de pêche, ramener du poisson à la maison pour faire plaisir à la famille. Et puis petit à petit, avec l'arrivée d'une clientèle, je dirais étrangère au département, on a eu une autre forme de demande, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui venaient surtout attirées par la qualité des rivières, la qualité de l'eau et par la qualité du cheptel piscicole, la qualité de la truite en Lozère, mais qui se souciaient peu de ramener du poisson. Donc avec en plus une part importante de pêcheurs à la mouche, part de plus en plus importante. Donc une nouvelle demande, celle de dire, écoutez, nous on voudrait des parcours sur lesquels il y a du poisson en quantité, du beau poisson, mais qu'on remet à l'eau. Donc c'est de là qu'est née cette initiative des parcours somptueux. Depuis 1996, on a quand même créé 6, hein, rien que sur le Haut-Tarn, sur le haut bassin du Tarn. Hein. Donc 6 déjà, ça commence à faire. Et les premières années, les panneaux s'envolaient, pas par le vent, mais parce qu'il y en a qui les déterraient, qui les balançaient. Maintenant, ça passe très bien. Petit à petit, les mentalités changent. Les mentalités changent parce que une des raisons essentielles qui produit ce changement de mentalité, c'est que les pêcheurs locaux s'aperçoivent que les parcours somptueux, ce que nous appelons en plus des réserves actives, permettent de générer des géniteurs ou permettent à des géniteurs de se sédentariser sur ces secteurs puisqu'ils ne sont pas prélevés, donc ils restent en vie, et se reproduire en amont. Donc ils voient très bien qu'à l'amont de parcours no-kill, il y a des zones de frayère, il y a de l'activité de reproduction importante. Donc ils finissent par se dire, mais finalement c'est pas si mal que ça. La gestion en no-kill commence à pas mal payer là parce qu'on voit qu'il y a énormément de truitelles. Moi l'autre jour sur un seul, un petit plat, la moitié de celui-là, là, j'en ai fait 8 là, à la file, là, des truitelles d'un an, un peu plus d'un an, d'un an et quelques mois, là, donc de la reproduction, pas la dernière reproduction, la reproduction d'avant. Et là cette année c'est impressionnant là, ce qu'il y a. Donc, ce qui veut dire qu'il doit commencer à y avoir pas mal de reproducteurs. Et beaucoup de reproduction. Et puis il y a l'état d'esprit, les jeunes sont demandeurs, les jeunes, je dirais, en matière de pêche, donnent la leçon tous les jours aux anciens, parce que les jeunes, ils sont capables de prendre des poissons, de les remettre à l'eau, de prendre beaucoup de plaisir à capturer une belle truite et à la remettre à l'eau. Et ces parcours somptueux, ils étaient demandés par les jeunes. En plus, ils permettent de rentrer en contact facilement avec du poisson, donc il y a un aspect ludique, un aspect pédagogique. Je dirais que c'est assez complet. La Lozère sera toujours un pays à part, préservé des tumultes du monde moderne. Ni l'industrie, ni l'agriculture intensive ne se sont imposés dans ces paysages. Durant les siècles, la Lozère a subi un exode rural sans précédent. La population est passée de 140 000 habitants au XVIIe siècle à 70 000 aujourd'hui. De ses faiblesses, la Lozère a su tirer profit. Vieille bâtisse, église romane au milieu d'un environnement généreux, ces sites remarquables attirent des milliers de touristes, ce qui représente plus de 5 millions de nuitées par an. À pied, à cheval, en canoë, à bicyclette, tous viennent chercher le goût de l'authentique. Le tourisme pêche est une réalité aujourd'hui pour l'économie de la région. C'est tout un département qui tire bénéfice de ce loisir, un exemple à suivre pour l'avenir de la pêche en France.